Et bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous parlons de Grim Coven, le futur boss battle d'Awaken Realm. Et il sort, à l'instant où je vous tourne en tout cas cette vidéo, il sort dans 2 jours en financement participatif sur GameFound. Et c'est l'occasion de vous en parler, de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu, comment fonctionnent les mécaniques du jeu, qu'est-ce que vous allez y retrouver, comment vous allez pouvoir y jouer, qu'est-ce qu'il y a comme matériel dedans. On va parler également aussi de la campagne. Alors j'avais fait une demande pour avoir un proto, ils en avaient pas pour la gare à jeu, Sniff. L'avantage c'est que je vais comme ça pouvoir vous parler du jeu librement. Alors même si je n'y ai pas joué, je suis allé comme d'habitude voir les différentes vidéos à l'étranger. J'ai regardé évidemment aussi l'éditeur nous a proposé une vidéo où il explique pas mal de choses sur le jeu et les différents gameplays des youtubeurs à l'étranger. Et donc j'ai fait un peu mon mix dans tout ça pour essayer de vous faire une vidéo pour vous aider à savoir si oui ou non ce boss battle est fait pour vous, si ça vaut le coup pour vous de l'acheter, et si ça vaut le coup de l'acheter aussi pour moi également. Comme je l'ai déjà fait d'ailleurs pour... on en a fait une vidéo déjà sur Lands of Evershade, on avait fait une vidéo sur Dragon Eclipse, je sais que vous aviez bien aimé Dragon Eclipse sur cette vidéo là, on a fait une vidéo aussi sur Wrath de Chips Theory Game. Enfin bref, voilà, c'est un format je pense apparemment qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs à vous abonner et à mettre un petit j'aime et puis de cliquer la cloche pour suivre les nouveautés garageux. Et donc aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on va parler de comment fonctionne en détail le gameplay, comment ça se joue, qu'est-ce que vous allez trouver dans le jeu, et puis surtout la vraie question c'est est-ce que ce jeu va devenir le boss des boss battles, ce jeu de société, est-ce que ça va devenir le boss des boss? Et ben écoutez, on va essayer d'y répondre, et puis à la fin je vous donnerai évidemment cette vidéo aussi mon avis pour vous dire qu'est-ce que j'en pense, même si j'y ai pas joué, ça suffit de regarder déjà le gameplay pour se dire ok, évidemment j'ai pas fait de campagne, j'ai pas joué au jeu, donc on se rend mieux compte quand on joue de savoir si vraiment ça nous plaît ou pas, mais quand même malgré tout il y a quand même on voit comment ça fonctionne. Et comme vous le savez aussi, j'aime bien un peu comparer évidemment ce qui existe aussi sur le marché, c'est surtout en fonction de ce qui existe, comparer un petit peu aussi les différents jeux qui existent dans ce domaine-là, et est-ce que ça vaut le coup d'investir dans celui-là, sachant qu'il existe déjà pléthore, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, il existe déjà pas mal de contenu de boss battle pour différents profils de joueurs, et donc est-ce que celui-là est intéressant à rajouter dans votre ludothèque? Ça sera à vous de le dire, c'est pas moi qui devrais dire si jamais c'est intéressant ou pas à se rajouter dans votre ludothèque, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner le maximum d'informations que j'ai pu glaner pour que ça puisse vous aider dans votre recherche. Vous êtes prêts? Vous êtes abonné, c'est tout bon. Vous pourrez même laisser un petit commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo. On passe à l'intro et puis après on passe évidemment sur le plus important, c'est-à-dire, hop, c'est pas là, je l'ai perdu, sur Grim Coven. Allez, à de suite! Et hop là, voilà la page de couve, Grim Coven. Alors clairement, c'est un jeu, c'est annoncé comme ça, c'est un jeu dark, c'est un jeu très dark, c'est un jeu très sombre, l'époque victorienne du 19e siècle, voilà dans quelle époque nous sommes, voilà ce que propose le jeu, et voilà donc l'idée de la page de couverture d'Awaken Realm, ça nous fait penser un peu à, ça me fait penser à plusieurs jeux d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, je vous dirai même que ce soit au niveau des illustrations et des gameplays, enfin voilà, en tout cas, déjà de base, il faut avoir envie de jouer à un jeu dark, clairement. Alors moi je trouve que des jeux dark, il y en a déjà beaucoup, je vais pas vous donner mon avis de suite, mais des jeux dark et des jeux sombres, il y en a beaucoup. Moi c'est ça encore un de plus. Alors évidemment je pense que ça vous plaira, mais je trouve que des jeux dark et des jeux très sombres et des jeux très noirs, il y en a déjà énormément. Donc ok, vous allez me dire, bah oui mais c'est normal gars, pour un boss battle, on va faire un jeu dark, ouais, sûr, mais bon, ok, why not. En tout cas voilà, qu'est-ce qui se passe? Et ben vous allez jouer un chasseur, un hunter plus exactement, et vous allez partir, vous allez avoir des contrats. Et vous allez avoir un peu comme des chasseurs de primes, vous allez avoir des chasseurs de tête, on va vous faire des contrats en disant tiens, signe ce contrat-là avec ton, comment dire, avec ton sang, et donc sur le début, il y a des fois des parchemins que vous allez devoir signer, et ce parchemin va vous dire voilà, c'est parti, vous partez en mission pour tuer tel ou tel démon
En tout cas, il faut savoir que vous allez même pouvoir devoir éliminer des fois d'autres chasseurs qui eux sont partis au niveau de la corruption. Dans ce jeu, on est vraiment sur un côté un peu à l'actu, dans le sens où on va en fait de plus en plus pactiser un peu avec le diable, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle la lamentation. Donc on va petit à petit en fait devenir de plus en plus fou. Et ce désespoir, en fait, au fur et à mesure de de nos pérégrinations pour aller tuer les boss, en fait, on va gagner ce qu'on appelle de la lamentation, de la lament, et cette lament, en fait, elle va nous permettre d'être de plus en plus forts, c'est-à-dire qu'on va être un peu des modes berserker, hein, donc ça, c'est pas original non plus, mais ça plaît. Donc évidemment, à Wacken Realms, ils font des jeux qui essayent de plaire au plus grand nombre de public. On voit qu'il y a déjà 37 000 personnes qui suivent ce projet, donc c'est très fort. Et oui, parce que les boss battles, bah, c'est un peu au goût du jour. Plein de gens aiment bien, et donc bah, ils essaient toujours de surfer sur la vague et d'essayer de faire en sorte que leur jeu évidemment plaise au plus grand nombre pour que ça rapporte le plus possible d'argent. Donc c'est plus ça qui est dans l'idée de est-ce que ça va du coup intéresser le plus de monde possible, quitte au détriment, j'aurais tendance à dire même de l'originalité. Alors je suis déjà en train de donner un peu mon avis là-dessus sur tout ça, mais bon, sur le fait que bah, l'idée c'est pas d'être le plus original possible et d'avoir un gameplay ou un univers super original, mais c'est plutôt de dire on va faire quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Et ben évidemment quand on a un éditeur et qu'on veut gagner des sous, bah, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant quand on est des fois des joueurs ou un auteur, des fois on a envie d'avoir un peu des choses qui changent de d'habitude. Enfin bref, en tout cas là on est sur donc quelque chose où on va affronter, donc on va signer un contrat en disant bah tiens je vais prendre cette tête là, je vais aller l'affronter, et on va durant la partie en fait devenir un peu plus fou, en tout cas prendre ce qu'on appelle donc de la lamentation, et donc ça va nous permettre de débloquer des pouvoirs, d'améliorer de plus en plus notre personnage, et plus on se rapproche en fait de cette folie et de devenir en fait après un personnage un peu éthéré, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné on va devenir un peu comme les Super Saiyans, on va se transformer, on va devenir une espèce d'énorme monstre, et c'est là où on va donner des grosses tatanes. Donc en gros, plus vous prenez c'est un peu comme, c'est pour ça que je dis c'est un peu à l'actu, c'est pareil, c'est-à-dire plus vous prenez de folie, et plus vous devenez fort, et plus vous devenez enragé, plus vous êtes badass pour tuer le gros boss que vous devez affronter. Mais par contre, en contrepartie, vous avez des cartes de corruption qui vont vous faire aussi, bah, du coup, des retours de situation, et vous allez vous en prendre de plus en plus dans la tronche, parce que plus vous êtes fou, et plus, bah, évidemment, les cartes de corruption vont vous malmener, ce qui est normal. Donc le but du jeu, ça va être du push your luck aussi, c'est-à-dire de à quel moment donné, quel est le tempo dans mon jeu de la menthe que je vais augmenter pour devenir de plus en plus fort, mais aussi je vais me prendre aussi en retour dans la tronche. Bref, le but du jeu c'est quoi? Eh ben c'est évidemment d'aller dégommer un boss, puisque c'est du boss battle. Jusque là bah, c'est bon, dans l'explication je pense que vous avez compris. Si on prend la page du GameFound, on va y aller de suite, comme ça vous allez voir ce qu'il en retourne. Ça commence donc dans 2 jours à partir du moment où je vous parle actuellement. Donc on nous dit voilà, pareil, avant la campagne, si ça commence, vous avez un petit cadeau, comme d'habitude, ça permet d'avoir 37 000 backers qui sont déjà accrochés au jeu. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 120 minutes, âge 14 et plus, fantasy coopératif, un jeu d'aventure, voilà, qui sera traduit évidemment en français. Époque victorienne, on en a parlé, un jeu très sombre, avec des figurines, parce que du coup, voilà, mais... alors, je commence à déjà dans les choses quand même positives aussi. L'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir que des figurines, on peut très bien prendre un pledge pour une fois où vous n'avez pas que des figues, vous pouvez prendre la version standees. Alors évidemment c'est toujours le genre de jeu où on a envie d'avoir des figurines, mais si vous voulez découvrir ce jeu sans dépenser une tonne d'argent, vous pouvez prendre la version light, c'est-à-dire avec juste des standees. Moi je me dis peut-être pourquoi pas, à voir. Si je devais prendre le jeu, je pense en tout cas ça serait sans les figues, même si voilà, les gens peuvent adorer les figurines. Moi je les trouve en Sundrop, je suis pas spécialement fan du Sundrop, et je trouve que ça fait des grosses désolé de l'expression, mais bon, ça fait un peu des gros pâtés quoi, voilà, pour être sympa. J'allais dire autre chose, mais je vais me calmer. Donc voilà, donc il y en a qui les trouvent très très jolies les figurines, mais moi je prendrais sinon les versions standees, mais je comprends qu'on puisse aimer les figues, parce que moi j'en ai déjà plein sur d'autres jeux, donc j'imagine vous aussi. Bref, donc vous avez quoi? Vous avez une version standard avec donc les standees à 59 $, donc du coup qui est un prix on va dire tout à fait acceptable vu ce qu'il y a dans le jeu, et vous avez la version figurine à 109 $. Alors je dis tout à fait acceptable, sachant que vous aurez aussi les stretch goals débloqués, ce qui est pas mal, et après évidemment c'est le genre de jeu où on sait qu'on va avoir plein d'add-ons de débloquer, et qu'à la fin ça va finir avec une note à 300 € le all-in, comme d'habitude, c'est pas écrit là, mais c'est comme un peu comme à leur habitude, hein. Donc vous avez une boîte
au départ, et après vous finissez avec 20 boîtes à la maison. Donc attention, il faut rajouter par contre les taxes et la VAT, enfin la VAT, donc attention, il faut penser que sur ces prix-là, il faut rajouter les 20% de VAT de la France, et puis d'autres choses évidemment. Vous avez quoi? Vous avez donc 4 héros, il faut savoir que dans ce jeu, les héros sont asymétriques, donc vous allez avoir vraiment des spécificités très différentes. Chaque héros va avoir son propre deck d'évolution, et il va vraiment avoir son gameplay qui lui est propre. C'est un jeu où vous allez lancer des dés. Bon, voilà. Vous allez lancer des dés, et c'est du jeu de placement de dés. Moi, ça me fait penser un petit peu à Solomon Kane, mais voilà, les bons côtés de Solomon Kane. Encore une fois, j'ai encore fait un compliment là. Donc oui, c'est fait quand même penser à Solomon Kane, même que ce soit sur le côté un peu illustration, le truc dark et tout ça. Mais surtout, voilà, vous allez lancer des dés, vous allez avoir un pool de dés, vous les lancez, et vous allez placer vos dés sur votre carte d'armes, d'équipement, sur votre personnage principal, etc. Et en fonction des placements de vos dés, vous allez faire des actions. Voilà, en gros, ça se joue un peu à la Némésis, dans le sens où vous allez faire 2 actions par tour. Chaque joueur, en fait, va faire 2 actions, puis l'autre joueur fait 2 actions, puis vous refaites 2 actions, etc. Et puis à un moment donné, si vous avez plus d'actions, ou si vous en faites qu'une seule, et ben ça va mettre fin à vos phases d'action. Et quand tous les joueurs auront fait leurs actions, ben après ça sera la phase des ennemis. Voilà, pour aller très vite, hein, après on expliquera un peu plus en détail tout à l'heure. Mais en gros, les héros sont asymétriques et ils sont très différents, et ils vont avoir chacun leur spécificité. S'ils ont un flingue par exemple, ou autre chose, en tout cas ils vont avoir vraiment des skills et des façons de jouer très différentes. Vous avez les versions Hunters corrompus, parce qu'évidemment ils vont, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez trop de lament, et ben vous allez être corrompu, et vous allez devenir déchaîné, vous avez des berserkers, et vous allez même pouvoir avoir aussi une version où vous allez même affronter les fameux hunters corrompus. Vous allez avoir des minions. Il faut savoir que dans le jeu, quand vous allez mettre en place le jeu, ça va être des tuiles hexagonales, ça change des autres boss battles qu'on a l'habitude de voir, où on a plutôt des grands plateaux, et ben là ça va être, enfin grands plateaux, ça dépend des jeux, mais en tout cas, là on va être plutôt sur quelque chose presque, des plateaux un peu d'exploration avec des tuiles hexagonales, et ces plateaux vont, on y viendra tout à l'heure, mais va donner une originalité à ce boss battle par rapport aux autres, dans le sens où le déplacement sur la map va être un peu différent des autres jeux, puisque la map est assez mise en avant, puisque va y avoir une map où va y avoir des événements qui vont changer en fonction. Vous pouvez rejouer le même boss battle, enfin le même affrontement et les mêmes choses, alors que la map sera jamais exactement la même, parce que vous aurez des cartes événements sur la map qui vont faire que des points de votre map vont faire des choses spécifiques. Sur la map, vous allez vous déplacer, vous allez récupérer des points de la menthe, vous allez avoir peut-être des mini-quêtes à faire, des déplacements à faire, vous allez avoir des choses qui vont se passer sur cette map, des trésors à trouver, etc. Donc en gros, on a certes un boss battle, parce qu'il va falloir dégommer un boss à la fin, avec notre chasseur ou nos chasseurs, mais vous allez quand même du coup vous déplacer sur une map avec des hexagones, et sur cette map, vous allez pouvoir trouver enfin il y aura peut-être des monuments, des choses, ça vous allez me dire oui, des monuments ou des obstacles, il y en a sur les autres boss battles aussi, mais là ils ont vraiment mis en avant ce côté où on peut trouver des trésors pour se stuffer, on va peut-être pouvoir améliorer, enfin on va améliorer notre personnage durant le déplacement sur cette map, et ça va faire que ça va être un jeu où on va pas être statique, parce que on va se déplacer beaucoup sur la map. Bref, pour revenir à tout ça, donc quand vous allez jouer, vous allez choisir évidemment un Hunters ou des Hunters, vous allez choisir un boss à affronter, et vous allez choisir quelle élite vous allez choisir. Donc vous allez pouvoir aussi choisir l'élite et les minions qui vont être sur votre affrontement. Donc ça vous permet d'avoir de la rejouabilité, puisque vous allez comme ça pouvoir mixer, dire bah tiens je vais faire ce boss avec cette élite, ou ce boss avec cette élite et ce minion là. Vous allez faire un peu votre marché, comme on dit. Il y a des portails, il y a des plateaux double layer, vous avez voilà des marqueurs acryliques, enfin bref, tout plein de choses qui sont proposées. Hop, si on revient là-dessus, voilà ce qu'ils vous montrent ici. Ils disent donc voilà, après il y a évidemment les tuiles terrain, les jetons, les dés, bah oui, il y a 60 D6 évidemment, parce que vous avez tout plein de choses. Donc là on voit les différences entre les deux versions. Et évidemment c'est un jeu avec des dés. Et push your luck, pourquoi? Parce que plus vous allez tenter d'augmenter votre lamante, et donc vous allez être de plus en plus fort, mais c'est à vous de décider à quel moment donné vous allez arrêter votre surenchère vers la folie, quoi, on va dire. Donc il y a ce côté, c'est vraiment du jeu de placement de dés, et un petit côté push your luck également.
Voilà, et là évidemment tous les stretch goals débloqués. Donc là ils expliquent voilà qu'on va pactiser, on va dès le début signer un pacte et puis partir à l'aventure avec des chasseurs asymétriques avec chacun vraiment leur propre possibilité. Je crois que dans la boîte de base il y aura environ 6 boss il me semble à affronter, il y en aura peut-être un peu plus parce qu'ils vont débloquer avec les stretch goals, donc ça va peut-être monter à plus d'une dizaine, et après il y en a qui disent sur BGG que ça avec les extensions il risque d'y avoir au moins 25 boss différents à affronter. Donc là ils expliquent quoi, on voit du coup les plateaux joueurs justement, on a donc là ce qu'on appelle la piste de corruption. Donc sur cette piste de corruption, on va augmenter cette piste de corruption quand on va gagner de la lament. Donc à chaque fois qu'on va éliminer un élite, on va éliminer par exemple un mignon, on va augmenter sur cette piste de lamentation, ou quand on va trouver un trésor, etc. Ou alors quand je dis attention, c'est nous qui allons choisir quand c'est-à-dire qu'on va récupérer de la lamente, qu'on va mettre au centre de notre plateau joueur, donc c'est-à-dire au milieu, et quand ça sera une nouvelle phase de héros, au début de la phase de héros, on pourra décider si cette lamentation, on décide de l'utiliser et d'augmenter notre piste pour devenir de plus en plus fort, mais du coup à nos risques et périls, ou si on n'utilise pas cette lamente. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas obligatoire de monter cette piste, c'est à nous de décider, le pusher luck, de est-ce que je vais augmenter ou pas ma folie pour devenir de plus en plus fort. Donc on a évidemment les dés, les critical injury qui sont indiqués en haut, un dé tactique, c'est le seul truc pour l'instant qui vous permettra, on lance les dés et puis du coup on pose nos dés. Évidemment il y a des choix, vous pouvez dire tiens ce dé là je vais le mettre sur mon plateau joueur, ou ce dé que j'ai lancé, en fait vous avez un pool de dés. En gros votre pool de dés, comment il fonctionne, vous allez en début de partie tirer des cartes équipement et des cartes armes, et en plus vous avez aussi votre spécificité de votre héros de base, et ça va vous donner un pool de dés spécifique avec tout ce que vous avez entre vos cartes que vous avez choisi d'armes et d'équipement, parce que vous pouvez faire le choix au début de la création du perso, et avec tout ça vous allez avoir un pool de dés, et à chaque phase de héros, vous allez lancer ces dés et les attribuer ou sur les capacités, donc on a une capacité de déplacement, de sprint, de tactique, on va dire ce qu'ils appellent clean, c'est-à-dire d'épuration pour enlever tout ce qui est malédiction, les effets négatifs qui sont sur vous, et assist aussi parce que vous allez pouvoir aussi donner un dé à vos alliés, donc ça c'est le côté pour pouvoir jouer en synergie avec les autres, et ça vous allez le placer ou sur vos plateaux à vous, ou alors sur les cartes actions que vous aurez, vos cartes qui sont les cartes donc d'équipement ou les cartes d'armes, et donc ces dés vous allez les placer en fonction de vos choix, donc il faudra bien les placer, mais évidemment c'est quand même assez restreint dans le placement, et vous avez donc le côté tactique sur votre plateau, qui lui, vous n'en avez qu'un au début de partie, mais dans la campagne, vous allez pouvoir améliorer vos persos pour avoir d'autres slots, heureusement, parce que sinon au début vous en avez qu'un de slots, et donc en gros vous pouvez mitiger les dés vous pouvez relancer qu'une fois un ou plusieurs dés avec ce jeton tactique, et après c'est fini, vous pouvez plus relancer. Donc il n'y a pas 50 options pour pouvoir relancer les dés, pour décider de choisir ça ou ça, en tout cas, au début, en tout cas dans ce qu'ils expliquent dans les vidéos. Après j'imagine qu'il y aura des cartes et tout spécifiques qui permettront de mitiger un peu plus le hasard, parce que sinon c'est un peu limité. Ils expliquent que c'est vraiment un jeu très tactique. Effectivement, vous allez voir un peu tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses et il y a beaucoup de choses qui se passent et qui évoluent, des événements. Il y a beaucoup d'événements ou de choses que vous pouvez pas, certains que vous pouvez pas prédire, d'autres que vous pouvez prédire. Donc ça laisse pas mal de plans de réflexion, on va dire. Mais il y a quand même le fait que vous allez lancer des dés, et puis ce système moi je suis pas spécialement ultra fan de ce système de je lance des dés, je les pose à l'endroit où ils peuvent arriver, parce qu'en fait ça réduit énormément quand même le champ des possibles par rapport à du jeu de cartes ou à d'autres système de dés que je préfère. Mais bon, voilà, en tout cas, ça c'est dit. Mais voilà, et ensuite sur votre plateau, vous avez quoi? Vous avez aussi en bas à droite, vous allez pouvoir gagner des jetons de défense que vous pourrez utiliser. Alors d'après les vidéos pour l'instant, c'est si jamais par exemple, tu prends 3 de dégâts, tu peux décider d'utiliser ton jeton de défense, et si tu as 4 de défense sur ce jeton-là, malheureusement ça utilisera les 4 de défense de ce jeton. Mais en gros, vous pouvez ne pas utiliser vos jetons de défense ou les utiliser à votre choix. Les dégâts que vous avez évidemment, si votre héros, il prend ses points de vie, là il en a 12, s'il perd 12 points de vie, vous avez peut-être perdu la partie ou pas, parce que vous allez tirer une carte secrète, et en fonction, elle va vous dire par exemple, si vous n'avez pas de critical injury, vous revenez, mais avec un point de vie, mais sinon, si vraiment vous êtes mort dans le jeu, peu importe le nombre de hunters que vous avez, s'il y en a un qui meurt, du coup la partie, elle est échouée, le scénario est perdu. Attention. De base, vous avez 2 points de déplacement, donc vous pourrez mettre un dé de votre choix sur, on y reviendra tout à l'heure, mais sur quand vous avez le pool de dice, vous pouvez le mettre dans vos actions, poser un dé, c'est une action parmi les 2 actions de votre tour, et si vous mettez votre dé dans l'emplacement de déplacement, vous pourrez vous déplacer de 2. Si vous faites un sprint, vous pourrez vous déplacer
2 plus 1, voilà, ça dépend. Et ensuite, si vous êtes exalté, donc vous avez la piste de corruption qui arrive au moins à 10, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez retourner votre fiche de héros principal, et là, il va devenir exalté, et il aura des pouvoirs plus importants, il va gagner des super capacités qui lui sont propres pour dégommer plus facilement le boss. Donc c'est à vous de voir qu'on sait que vous allez augmenter sur cette piste, sachant que cette piste vous permet aussi, à chaque fois que vous êtes sur une nouvelle phase de héros, si vous avez augmenté suffisamment sur la piste de corruption, vous allez pouvoir gagner en plus à chaque fois 2 cartes, et vous en choisissez une parmi les 2, qui sont des cartes d'amélioration spécifiques à votre héros, et en plus, vous avez, c'est où vous choisissez une parmi les 2 que vous tirez, spécifiques à votre héros, qui vous font des améliorations d'action, de capacité et compagnie, ou alors vous pouvez décider de débloquer un nouveau dé. Donc des fois c'est vrai que ça peut être intéressant de débloquer plutôt un dé supplémentaire, quand au début vous en avez pas beaucoup, plutôt que de débloquer une nouvelle capacité. Voilà aussi une des façons évidemment, donc vous allez évoluer dans le jeu, c'est vraiment plus du one shot, en gros c'est, on voit que dans les parties qui ont été faites, l'idée c'est d'avoir un jeu tactique, et surtout où vous évoluez rapidement, donc c'est vous évoluez pendant la partie. Voilà, donc là on en a parlé, ça c'est les fameux plateaux, on en a parlé, voilà, là effectivement chacun qui a ses dégâts, ses trucs asymétriques, donc lui par exemple il va lancer ses boulets de canon là, enfin ses boulets d'armes, et chacun va du coup avoir comme ça différentes possibilités, et sa version, après on a les figurines avec la version exaltée, donc à chaque fois quand vous êtes exalté, bah vous devenez une bête sanguinaire, attention ça rigole plus, regardez cette tronche de cake, voilà, après donc voilà, chacun, Duality, qu'est-ce qu'il va avoir? Moi j'aime bien celui-là, pour le coup Duality, je le trouve sympa, il me plaît bien. Même en version tronche de cake, ça va, en version tronche de cake, on dirait un peu, il ressemble pas à grand chose, vous me direz, ça ressemble à, ouais, je sais pas trop à quoi. Voilà, le Technomancer, donc vous avez comme ça les 4 héros qu'on voit de départ, avec leur version exaltée, donc vous avez compris comment ça fonctionne plus ou moins, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, et lui il est sympathique. Lui il est sympathique, voilà, mais attention, toujours très sombre dans tout ça. Là, ce que vous expliquez, c'est donc le plateau principal, là, vous allez le retourner quand vous êtes en mode corrompu. J'appelle ça mode exalté, mais c'est en version corrompue. Et après, vous avez, comme je disais tout à l'heure, à chaque phase, vous allez à un moment donné, dans la phase des héros, tirer des cartes corruption par joueur. Et la carte corruption, en fait, eh ben, elle va pas faire la même chose, c'est ce qui est marqué là-dessus, en fonction de votre niveau de corruption. Donc c'est pour ça que des fois, c'est est-ce que je veux améliorer mon perso, mais plus j'améliore mon perso, plus je suis corrompu, et plus je suis corrompu, plus ma carte de corruption risque d'être négative. Il peut y en avoir des cartes positives, et ce qu'expliquait aussi le designer dans le jeu, mais en général, plus vous êtes corrompu, et moins c'est positif quand même. Voilà, là c'est ce qu'il montre ici, où on va retourner notre fiche, et voilà ce qui va se passer. Et là, évidemment, petit à petit, on perd le contrôle, et à la fin, on va devenir même le boss si jamais on perd trop le contrôle de la partie. Voilà, donc les explique que là on peut avoir les hunters eux-mêmes comme propres adversaires, et donc là il nous montre un peu toutes les cartes. On va voir tout à l'heure un peu comment ça fonctionne. Donc là on choisit, donc c'est les chasseurs de tête, hein, donc on choisit quel contrat on veut faire en début de partie. Il y a des contrats qui nous rapportent plus ou moins d'argent, et évidemment les contrats qui sont plus chers sont évidemment, j'imagine, plus difficiles. Et puis on a un petit texte, un petit script qui va avec. Alors c'est pas du gros jeu narratif, attention, c'est vraiment du jeu d'affrontement, donc on va pas avoir un énorme, je pense pas qu'on aura énormément c'est pas des campagnes avec des gros masses de texte, hein, attention, voilà. Et là on va voir donc qu'est-ce qu'il y aura. On a dit évidemment le but c'est quand même de taper un boss. Comment il marche le boss? Il va avoir ses propres cartes. On va savoir ce qu'il va faire avec sa carte du tour en cours, qui est tout à droite là. Il y aura aussi sa carte, future carte, donc c'est-à-dire ses futures actions qui vont arriver sur le tour suivant. On va voir aussi ce que c'est, donc on peut prédire ce qu'il va faire comme action sur le tour en cours et sur le tour suivant. Et c'est une rivière de cartes, donc après une fois qu'on a éliminé une carte, on voit que en gros il y a une autre carte qui va glisser, donc celle du tour d'avant va venir sur celle d'après, celle de son boss d'attaque. En gros vous allez avoir des cartes spécifiques du boss, il va y avoir aussi des fois des cartes événements spécifiques à événements globaux par rapport à la map, ou des fois par rapport au boss, donc il y a les deux qui vont être mélangés, et le boss il va avoir aussi ce qu'on appelle des cartes de réponse. Donc des fois vous allez avoir des cartes, il faudra faire évidemment éliminer les points de vie du boss pour l'éliminer, mais des fois il y aura des cartes où il faudra éliminer la carte du Brabala, il faudra éliminer tant de points de vie pour enlever cette carte là, et ensuite du coup il se passera quelque chose, il y aura des réponses du boss par rapport à ce que vous aurez fait. Donc en gros il va réagir par rapport à ce que vous faites en fonction de la carte qui est présente sur son plateau. Donc il y a des réactions qui ne s'activeront pas en fonction de ce que vous allez faire, ou qui vont s'activer en fonction de ce que vous allez faire. Donc du coup c'est ce côté tactique de est-ce que je fais ça mais il y a ça sur la carte qui va faire ça en réaction, ou ça va faire des réactions par rapport à telle et telle chose. Donc il va avoir comme ça sa rivière de cartes qui va s'activer et qui va dire ce qu'il va faire
Et évidemment, il y aura peut-être un moment donné où il lancera aussi des dés, et ça dira, bah voilà, sur telle phase, et ben du coup, il va faire tant ou tant de dégâts. Et il va avoir aussi ce qu'on appelle la stage card. En fait, à chaque fois, à toutes les 4 activations, il va avoir, en général, je crois qu'il a 3 niveaux de cartes stage, et donc ces cartes là elles vont à chaque fois redéfinir peut-être son IA ou son comportement toutes les 4 sessions de boss. Donc là on sait qu'on va avoir comme ça différentes stages qui va changer complètement son comportement, puisque souvent c'est un jeu qui est pas du tout statique, puisque le boss va beaucoup bouger sur la map ainsi que les minions et les élites, et donc il va y avoir pas mal de placements et de déplacements, et donc son comportement va changer une fois tous les 4 tours. Pourquoi je dis les 4 tours? Parce qu'en fait à la fin de la phase du boss, il va avoir en haut à gauche, là vous voyez, il y a ce qu'on appelle la time track. Et cette time track, elle va bouger d'un emplacement, il y en a 4, et à chaque fois elle refait un tour complet, et à chaque fois qu'elle fait, donc à chaque fin de boss, il va bouger sa time track et qui va nous dire quelque chose. Par exemple, la time track va nous dire, tiens là c'est un événement que tu actives, et dans ce cas là on va activer un événement, et cet événement il va être activé à chaque nouveau round. Puis après ça peut nous dire, bah tiens là maintenant tu fais venir des nouveaux minions, ou tu fais venir un nouvel élite, etc. Donc cette time track il va avancer à chaque fois de 1 à la fin de la phase du boss. Donc c'est la dernière phase des phases qu'on peut avoir dans le jeu. Donc ça c'est cette time track là qui est évidemment aussi que vous allez pouvoir prédire et anticiper pour le côté tactique du jeu. Après il y aura quoi? Il y a aussi effectivement il y a 2 cartes à la fin, on en aura une parmi les deux au hasard qui sera la dernière action du boss. Donc c'est pas qu'il y a marqué boss final action parce qu'il y aura une action de fin. Il y aura le boss d'attaque, donc les attaques deck, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui vont se mettre sur la droite avec des cartes de réponse et les cartes d'attaque, voilà. Et puis c'est, voilà, dans les grandes lignes, un petit peu comment va se dérouler en tout cas les fiches de boss. Là on voit un petit peu mieux la time track justement, de tiens ça on pioche un event, là ça va dépendre de chaque boss. Donc il y en a qui vont dire par exemple nouvel event, mignon, mais par exemple sur le boss de départ, je crois par exemple sur le prologue c'est event, et après il n'y a plus d'event pendant les trois ronds suivants. Donc ça dépend vraiment des boss, de est-ce qu'il y a plus d'events, est-ce qu'il y a plus de minions. Ça va être chacun qui va vous donner ses propres dynamiques de combat. C'est quand même le but dans les boss battle. Ouais, disait chaque boss évidemment a ses propres caractéristiques, on s'en doute, sinon ça servirait pas à grand chose. Il a ses propres événements, donc il y a des événements qui se tirent, les événements du boss et les événements globaux qui vont se rajouter aux événements du boss. Voilà, donc ici il nous explique un peu tous justement les actions, les cartes du boss, les cartes de réponse du boss par rapport à où on en est durant la partie. Et là il nous montre un petit peu tout ça et les différents boss qu'on va pouvoir affronter dans la boîte de base, et les différentes figurines si jamais vous voulez avoir déjà juste la boîte de base. Et après on a donc les minions, les élites, évidemment on a le côté plein de minions, plein d'élites aussi, qui vont avoir eux-mêmes aussi leur propre spécificité, voilà, leur propre fiche d'action. Ensuite on a l'arène, et c'est là l'originalité du jeu on va dire, c'est le fait qu'on est sur des tuiles hexagonales et qu'il va y avoir du coup des donjons, des rivières, va y avoir de la forêt, etc. Et en fonction des zones, et vous n'allez pas avoir les mêmes choses qui vont popper évidemment dans ces zones là. Va y avoir des pops aléatoires en fonction des cartes que vous allez tirer à la mise en place de votre plateau de jeu, et ces cartes vont peut-être faire amener je sais pas moi un trésor sur telle map, une fontaine à un endroit, ou alors un NPC à qui vous allez aller parler pour faire une mini-quête, ou vous allez voilà avoir comme ça tout un tas de choses. Donc en gros c'est effectivement par rapport au boss battle qui existe déjà, c'est une originalité, parce que là on a l'impression d'être plutôt sur sur un mini land crawler où on a un boss en plein milieu. Alors on n'est pas sur du Explorate où c'est une grande map et puis le boss il arrive qu'à la fin. Là il est dès le début, le boss il est là avec ses minions et ses élites. Enfin après ça peut bouger, ça dépend des boss, mais en tout cas vous allez avoir comme ça du déplacement à faire sur la map pour avoir telle ou telle chose, pour récupérer justement de la lamante. On va vous dire tiens là vous avez des cubes de lamante pour augmenter votre corruption track, voilà. Donc des tuiles comme ça, vous allez avoir comme ça des mises en place avec les différentes tuiles. En début de scénario on vous dira tiens il faudra faire agencer telle et telle tuile pour faire telle ou telle chose. Et des événements, ce que je vous disais, qui vont arriver, donc que ce soit les événements qu'on va tirer en début de partie qui vont modifier les tuiles de la map, et donc ils vont faire que en fonction de chaque partie ça sera pas la même partie, parce que les endroits, les spots de la map auront des effets spécifiques en fonction de votre partie actuelle. Et ensuite vous avez des événements globaux qui vont se passer, qui vont faire de réagir différemment le boss, les minions et les élites. Voilà les cartes d'environnement, là ce qu'on disait tout à l'heure, que vous allez piocher, et en début de partie ça va donner des aptitudes différentes de votre jeu.
interaction, il va y avoir des portails qui vont vous permettre de vous téléporter d'un portail à un autre portail. Ça, c'est vous utilisez l'action de sprint, si je dis pas de bêtises, et pas l'action de move. Vous allez pouvoir comme ça aller vous téléporter d'un endroit à un autre. Voilà, et puis là, il vous explique, voilà, par exemple, sur cette zone-là, par exemple, si on prend une carte environnement, bah là, sur cette carte environnement, peut-être qu'il va y avoir, je sais pas moi, une sorcière avec qui il faudra aller discuter pour faire telle ou telle chose, récupérer ça, des points, ou gagner un équipement. Vous allez pouvoir gagner du stuff, des objets et tout ça que vous allez trouver sur la map. Donc c'est très différent des boss battles qu'on a l'habitude de voir, où on a plutôt on a tendance à crafter des objets ou à les avoir en dehors de la map. Là, on a vraiment un jeu où on va développer notre perso, notre hunter pendant le combat, et c'est là où il va falloir du coup en même temps gérer le boss, mais en même temps gérer tout ce qui se passe autour, les minions et tout ça, et gérer cette map pour essayer de s'améliorer pendant la partie, donc de se déplacer pour aller dans les spots qui nous intéressent en fonction du tirage actuel, puisque ça va être toujours très différent. Voilà, donc là ils nous disent qu'il y a des secrets, des trucs qu'on va débloquer durant l'histoire, et on va se Dark Victorian, on va découvrir l'histoire du jeu au fur et à mesure de nos parties, et on va découvrir des trucs cachés. Ça peut être des objets spécifiques qui vont nous donner certains, voilà, ils disent il y a 56 cartes secrètes à découvrir. Voilà, les portails comme on disait, les coffres forts que vous allez trouver au hasard sur la map qui vont vous débloquer certaines choses, et après là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une première phase qui s'appelle la phase d'événement, puis la phase des minions. Alors je parle une fois que vous avez joué votre phase de héros, évidemment, là c'est les différentes phases du jeu, donc c'est-à-dire après votre phase de héros, il y a le événement, là il y a les minions, il y a les élites, il y a le boss, et il y a la time track, donc ça c'est les steps un par un, donc ça c'est plutôt pas mal pour s'y retrouver. Les terrains, donc là effectivement tous les jetons de terrain, les jetons de défense, de dégâts, etc. Le solo mode, puisqu'évidemment dans ce genre de jeu on joue souvent aussi solo, parce que c'est pas toujours évident. Après là je sais pas si la campagne sera très longue, ils parlent pas beaucoup du mode campagne, c'est vraiment comment dire, ils mettent vraiment en avant le côté one shot. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner, s'il y aura une grosse évolution des persos entre les parties. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment l'évolution du perso, c'est vraiment sur chaque partie, c'est vous évoluez votre personnage pendant la partie, donc je sais pas si on va garder grand chose d'une partie à une autre. Évidemment j'imagine, comme c'est des chasseurs de tête et vous gagnez des choses, j'imagine qu'il y a des choses qui vont rester d'une partie à une autre, mais ça sera pas un jeu, il me semble pas, comme d'autres où vous allez vraiment avoir une évolution comme à la, je sais pas moi, à la Trespass Odyssey ou KDM, où vous allez vraiment faire évoluer votre personnage vraiment que entre les scénarios presque. Là c'est pas le cas, c'est vous évoluez pendant le scénario, donc après entre les scénarios je sais pas ce qui reset, ce que vous gardez, ce que vous gardez pas, ça c'est pas, ça n'a pas été indiqué dans les parties. Ils vous ont montré les gameplays mais pas ce qui se passait vraiment durant la campagne en elle-même. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le point le plus fort du jeu, c'est plutôt la partie en elle-même. Voilà, ici on en a parlé, donc là il parle des shipping, ça va être quoi, on est à 18 € sur le standard et 23 € sur le spécial. Voilà, VAT, ça on en a parlé, là ils expliquent de comment ils font leur truc, voilà leur nouveau design, machin. Alors il y avait un peu les polémiques, toujours sur BGG, qui disaient que malgré leurs 22 illustrateurs, ils utilisent des IA. Alors moi je sais pas, je suis pas allé m'amuser pour leur lancer la pierre ou pas s'ils utilisaient les IA. Après effectivement, avec toutes les masses d'illustrations qu'ils font, en fait c'est les illustrateurs qui corrigent les IA pour des images d'IA pour en faire un jeu qui a une singularité. Voilà. Est-ce qu'après c'est bien, c'est pas bien d'utiliser de céder de l'IA pour aller plus vite, etc. J'aurais tendance à dire que pour les petites boîtes, je pense que maintenant c'est quand même voilà, c'est bien de trouver un compromis entre utiliser à la fois avoir besoin et faire bosser les illustrateurs, et en fonction du budget de faire un compromis en disant ok, on utilise l'IA pour aller plus vite et réduire un peu le budget, mais avec des illustrateurs qui vont bosser dessus. Maintenant sur une grosse boîte comme Awaken Realm, est-ce que vraiment ils ont besoin, alors oui ça fait toujours des sous en plus, mais est-ce qu'ils ont besoin des IA, est-ce qu'ils pourraient pas faire tout de A à Z? Après ça c'est une autre question. Enfin bref, voilà, là on s'écarte un petit peu du sujet. Voilà, donc là effectivement on parle de ça parce que on voit toutes les personnes qui bossent pour l'éditeur. Voilà, donc il y a d'ailleurs, en parlant de l'éditeur, une vidéo qui est sortie de l'éditeur là il y a peu de temps, qui explique qui explique justement le départ du jeu, de qu'est-ce qu'on y retrouve, comment ça fonctionne. Elle explique pas tant de choses que ça d'ailleurs, regrettablement, parce qu'en fait il explique surtout ce qu'on voit déjà sur la campagne. Donc là-dessus on n'apprend pas beaucoup de choses, on apprend plus de choses sur les parties gameplay qu'on peut trouver sur Meet Table, etc., sur des vidéos de youtubeurs à l'étranger. Alors si on revient moi sur mes voilà,
hop, on va essayer de revenir sur mes imprimes écran. Voilà, comme ça, on va faire un petit, on va regarder un petit peu. Hop, on revient sur l'autre. Hop, voilà, donc dans les pâtés de figurines, je les appelle les pâtés de figurines. Donc moi, je trouve ça des pâtés. Ok, bref, voilà, donc là, on a une vue de dessus. Là, donc j'ai repris évidemment des scripts des différentes vidéos d'Awaken Realm. Et là, on voit une mise en place de plateau. Il y a des endroits où il peut ne pas y avoir de tuiles. Dans ce jeu, la ligne de vue, c'est du centre d'une tuile vers une centre de tuile. Donc, on voulait avoir la ligne de vue, il faut au centre de votre personnage, au centre d'un autre personnage, et si ça passe pas par un endroit où il n'y a pas de tuile, ou si ça passe pas par un obstacle, ou si ça passe pas par un bord qui vous empêche la visibilité, ben c'est que vous avez la ligne de vue, la line of sight, voilà. Vous avez donc là on voit le boss, le plateau du boss avec ses cartes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a évidemment les cartes des minions et les cartes d'élite en fonction, et les cartes des joueurs que vous allez choisir. Ensuite, si on y va ici, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on le voit un petit peu mieux, je vous ai pris un imprimé écran d'une des vidéos, où là on voit des personnages, donc la piste tout en haut de corruption, et on voit qu'en fait, quand on va augmenter tous les deux, au début il y a des espèces de petits, comment dire, d'espèces de petits cadenas, voilà, et à chaque fois qu'on arrive jusqu'à un cadenas, ben on va pouvoir, après au début de notre tour, débloquer 2 cartes spécifiques à notre personnage, et on va en choisir une des deux, ou alors on choisit de rajouter un dé plutôt que de choisir une des cartes. Et donc petit à petit, comme ça, on va améliorer notre corruption, enfin, du coup devenir de plus en plus fou, et donc de prendre le plus de dégâts de corruption, mais en échange, eh ben, on va ou gagner de nouvelles cartes de notre spécifique à notre perso, ou gagner de nouveaux dés. Voilà pour la piste du haut. Donc on a dit tout à l'heure, ça c'est donc à gauche vous avez tous les emplacements de dés que vous pouvez mettre. Donc sur le move, ben là on peut mettre n'importe quel dé. Par contre le sprint, il faut mettre un symbole spécifique. Alors là vous voyez pas très bien, mais là on le voit. Voilà, là c'est ce symbole là. Si vous voulez sprinter, il faut que le dé que vous avez lancé, il corresponde à ce symbole. Clean, c'est pareil, il faut qu'il y ait un dé spécial là sur la magie pour pouvoir enlever les effets négatifs. Quand vous mettez, ben du coup vous allez pouvoir comme ça enlever n'importe quel statut négatif, contrairement à une autre phase où là vous pouvez enlever les statuts négatifs, sauf ce qu'ils appellent les Inger, mais on y reviendra tout à l'heure. Assist, et ben là c'est pareil, vous pouvez poser un jeton, enfin un dé pardon, sur l'emplacement assist, et dans ce cas-là vous allez donner votre petit truc vert que vous voyez là, vous le donnez à un allié, et vous savez que cet allié, eh ben, il pourra utiliser votre dé, la face du dé qui est dans votre slot d'assist, et on voit aussi à gauche que bah, on a des cartes équipement et d'armes, et en gros comment ça marche en début de partie, en fonction des équipements et des armes que vous allez choisir, ça va vous attribuer des dés de couleurs. Et donc là on voit par exemple il y a telle arme qui va vous donner un dé bleu, un dé jaune par exemple, l'équipement qui va donner un dé rose, un dé gris, je dis n'importe quoi, et après tous ces dés là c'est attribué par votre personnage de départ et par vos équipements, et ce pool de dés ensuite bah, vous le lancez, et puis après à chaque tour de jeu vous allez du coup faire 2 actions, c'est-à-dire mettre des dés à 2 endroits différents pour faire 2 actions, et ou une action, dire tiens je mets 2 dés à tel endroit pour faire une action, puis après je vais faire une action avec telle chose. Donc en gros c'est 2 actions par tour, ou une si après dans ce cas là c'est la fin de vos phases de héros. Et donc vous allez placer vos dés, donc ou sur votre fiche de perso, ou alors sur vos cartes, sachant que les cartes elles peuvent se flip, et du coup vous pouvez des fois avoir d'autres options, d'autres aptitudes. Ça c'est un peu la Bloodborne et compagnie, où tiens je peux flipper ma carte, et dans ce cas là je vais avoir accès à d'autres capacités de mon héros sur mes cartes d'action. Donc les cartes qui peuvent vous faire du déplacement en plus, des dégâts en plus, on y reviendra tout à l'heure. Là du coup sur votre fiche qu'est-ce qu'on a d'autre? Là pareil il nous dit voilà si tu fais telle chose, du coup tu fais tant de dégâts, les déplacements, les points de vie on en a parlé, en bas à droite on a dit c'est quand vous gagnez des jetons de défense, les dégâts à droite, les dés défaussés tout à droite parce qu'à un moment donné il faudra défausser vos dés sur la début de phase des héros, et vous avez ici le jeton tactique comme on disait qui permet de relancer les 1 ou plusieurs dés, c'est la seule façon que vous avez de mitiger un peu le hasard sur ce jeu là. On a ici donc la vue de la map, et donc là on voit qu'il y a des petits jetons, des petits cubes rouges qui sont les cubes de l'amande justement, que vous allez après mettre, si jamais vous arrivez sur l'espace où il y a ce cube là, et ben si je reviens en arrière, pardon, voilà, et ben vous les mettrez au centre de votre plateau, et quand sera le nouvelle phase de héros, c'est là que vous pourrez décider de dire tiens je le mets tant de cubes sur ma piste de corruption, et tous les autres je les défausse, je veux pas les utiliser, donc c'est vous qui déciderez à quelle vitesse vous allez être plus ou moins corrompu.
Voilà, ça vous le mettrez sur votre fiche de héros si ça veut bien. Voilà, hop, ok. Ensuite, on a évidemment sur la map, ce que je disais tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est en hexagone, vous allez avoir des portails, vous allez avoir donc des trésors, vous allez avoir une mise en place de départ, et puis des choses qui vont bouger. Là, par exemple, ils ont une espèce de tornade, et donc sur un des boss du prologue, vous allez avoir une tornade qui va bouger partout sur la map, et donc on voit qu'on a vraiment un endroit où on va beaucoup se déplacer entre les minions, les élites et les boss, et la tornade et compagnie, plus les événements. C'est un jeu où vous allez être peu statique. C'est ce qu'en fait sa singularité par rapport aux autres boss battles, on va dire. Voilà pour le côté map. La map qui est plutôt sympa, ça évite d'avoir toujours une map exactement la même où vous allez mettre certains c'est sûr, des terrains différents, mais là c'est vrai que ça, ce côté map, je l'apprécie plutôt, c'est une bonne idée. Hop, on continue, et là on a effectivement le déroulé, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va passer le jeton premier joueur au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, ensuite évolution step, donc là on va choisir un nombre de lamantes de notre qu'on va mettre sur notre track de corruption, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et on va résoudre les évolutions qui se sont débloquées. Donc si jamais on a débloqué, je sais pas moi, ça peut arriver qu'on mette 4 de la menthe, dans ce cas-là vous allez peut-être 2 fois tirer par exemple 2 cartes et choisir une parmi les 2 cartes, ou alors débloquer 2 dés. Enfin bref, c'est là, à ce moment-là, que vous améliorez votre personnage et on défausse le reste de lamentation que vous n'avez pas voulu mettre sur votre track de corruption. Corruption step, et là vous allez, chaque hunter va piocher une corruption, carte de corruption, et il va activer le malus ou le bonus en fonction de sa jauge de corruption. Donc là, plus vous êtes fou, plus vous en prenez dans la tronche. Refresh step, et là c'est on va récupérer tous nos actions. Donc on va récupérer toutes nos actions qui étaient peut-être utilisées, tous nos dés aussi, on va les récupérer et on va les relancer. Voilà, on va relancer tous nos dés. Ensuite, on peut décider de dépenser dans les dés qu'on a relancé n'importe quel de ces symboles-là, et dans ce cas-là, on peut défausser des statuts, donc les statuts négatifs qu'on a sur notre personnage de début de tour pour pas que ça s'active. Genre s'il y avait, je sais pas moi, si tu prends du feu, tu prends des dégâts en début de partie, si tu veux pas les prendre, tu peux du coup ne pas les prendre avant que ça s'active. Par contre, on peut pas le faire pour le hunger. Les hunger, là, on peut le faire que durant nos tours de jeu. C'est pas dans cette phase-là, on peut pas le faire pour ce statut-là. Et ensuite, les hunters vont s'activer les uns après les autres. À chaque fois, chacun va faire 2 actions. Et après, ça sera la hunter suivante, 2 actions. Puis après, encore, on fait le tour de la table. Et puis après, on refait encore 2 actions. Tant qu'on peut faire 2 actions ou une action. Et dès qu'après, on a fait une action ou 0, c'est fini. On jouera plus notre phase de héros. Donc c'est comme ça. Les héros vont jouer les uns après les autres en boucle. Et donc, ils pourront s'activer plusieurs fois avant d'activer les boss. On a ici ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc les stats spécifiques de votre plateau central avec le déplacement qui est là en général de 2 au départ, un sprint qui vous permet de passer à travers les portails et d'augmenter de 1 votre déplacement, utiliser là c'est gagner vous pouvez vous mettre un dé sur l'emplacement slot tactique pour gagner un jeton tactique, sachant qu'au début vous en avez qu'un seul de slot, donc vous n'allez pas pouvoir le faire 50 000 fois, sauf si vous évoluez votre personnage. Cleanse, là c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, pour enlever des statuts négatifs de votre perso, sauf que vous le faites pendant que vous jouez, et l'avantage c'est que vous pouvez aussi enlever les hunger pour le coup. Donc ça c'est plus intéressant presque de le faire pendant que vous jouez plutôt qu'en début de tour, mais on sait jamais en début de tour si vous en reste encore, ça peut éviter de mourir par exemple. Et assist, on l'a dit tout à l'heure, c'est par choisir un allié qui pourra utiliser la phase de votre dé. On a les statuts donc qui sont ici, donc on va pouvoir prendre des dégâts qui sont imbloquables, ça c'est les boss qui vont nous faire des statuts de brûlure, de stun, de nous affaiblir, d'être vulnérable, des espèces de trucs de poison, hunger, ce qui fait qu'au début de notre phase on va devoir se déplacer de X espace, voilà, en gros ça veut dire quoi? En fait on devient fou et donc hunger en gros on va se déplacer vers un allié et on va lui donner des tatanes quoi. Donc voilà un peu le concept quoi. C'est-à-dire vas-y que je donne des coups à mon pote. Voilà, hop. Pour cette phase là, donc là pareil j'ai fait des screens pour essayer de, même si j'ai pas le jeu, on essaye de faire comme si j'avais eu le jeu et pour vous donner le plus d'infos possible comme ça, et en France au moins vous aurez quand même les infos de est-ce que vous voulez ou non backer ce jeu. Les autres jetons, les jetons tactiques on en a parlé tout à l'heure, au début on peut en avoir qu'un sur notre plateau, les jetons de défense, voilà, avec la valeur, sachant que si je prends 3 de dégâts, et si j'utilise mon jeton de valeur 4, et tant pis je perds mon jeton de valeur 4. Et critical injury,
En gros, ils disent quoi là? En fait, à chaque fois qu'on perd, nos points de vie sont réduits à 0, on résout la carte secret 1, et à modeste carte secret 1 en fonction des boss, elle n'est pas la même, mais en gros, si vous avez déjà une critique à l'injury, ben en général, la deuxième fois, c'est fini pour vous. Hop, on est bon. Là-dessus, ben, c'est ce qu'on voyait. C'est-à-dire, je vous ai dit, là, c'est le placement des dés que vous allez mettre sur vos plateaux ou sur vos armures ou sur vos armes. Donc là, vous allez les positionner et ça va activer l'action, donc en fonction. Donc c'est pas un dé égale une action, mais c'est une action tout court. Donc là, bah oui, sur votre fiche de perso, c'est un dé égale une action. Mais par contre, des fois, il faut 2 dés pour faire une action quand c'est sur vos cartes armes ou équipements. Tout dépend. Voilà en tout cas les différentes phases de dés. Et là, on voit quoi? On voit ici spécifiquement, par exemple, que là, pour faire l'arcane staff, donc en début de partie, il nous donne ces 2 dés là. Quand on va les lancer, si jamais on peut très bien décider de mettre qu'un seul dé pour activer l'effet de base, ou alors on peut mettre 2 dés différents avec les symboles indiqués là, ou alors on peut aussi mettre les dés l'un sur l'autre. Alors ça c'est assez rigolo. Si on met, il y a un seul slot, mais si sur ce slot là on met 2 fois le même dé, dans ce cas là ça permet de débloquer le super bonus malgré qu'on n'ait pas les 2 symboles nécessaires. Donc en gros vous avez 2 options, où vous avez les 2 dés avec les 2 symboles nécessaires, ou 2 fois le même dé. Et dans ce cas-là, vous allez 2 fois le même dé, donc par rapport à la valeur de gauche, pour débloquer un bonus plus important. Donc en gros, on a un bonus de base, enfin un effet de base, et après vous avez un effet plus puissant si jamais vous arrivez à avoir, mettez plus de dés, ou si vous avez 2 fois le même dé. Enfin, en tout cas, en gros, il faut mettre plus de dés, quoi, pour avoir un effet badass. Voilà comment ça fonctionne au niveau de votre placement de dés. Et au niveau des ennemis, ben les minions vont s'activer d'abord. Là, on est sur un élite, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, les minions s'activent d'abord. Puis une fois que les minions se sont activés, ce sont les élites. Puis c'est le boss. Puis c'est la time track. Comment ils s'activent en général, les ennemis? Ben ils s'activent. Donc là, on voit qu'il y a les points de vie, les points de dégâts qu'ils font, etc. Et on voit que ça s'active toujours du haut vers le bas. Donc résoudre ce qui est applicable en premier. Donc d'abord, on regarde si on peut faire ça. Il y a voilà, qui c'est qui va cibler, c'est indiqué, qu'est-ce qu'il va faire s'il cible telle ou personne, est-ce que c'est en range, est-ce que c'est au corps à corps, etc. Et en fonction, bah, il va se déplacer, ou taper, ou cibler telle et telle personne. En général, souvent, il dit, bah, tiens, on va cibler la personne qui est la plus corrompue, donc d'où l'intérêt de gérer aussi la corruption, puisque c'est aussi une importance pour prendre l'aggro ou non. Et ensuite, on voit qu'après, bah, il va lancer des dés, cet ennemi, et en fonction du dé qu'il va lancer, en fonction de la phase du dé, et ben, ça va nous donner les dégâts qu'il va faire en fonction de ce personnage-là. Donc, en fait, ces phases de dés, bah, elles vont être différentes en fonction des fiches des élites et des minions. Donc il faudra regarder sur votre fiche ce que va faire le dé. Voilà un peu comment fonctionne tout simplement, somme toute très classique. Hein. Voilà, rien de particulier là-dessus, c'est tout simplement voilà, simple. Voilà encore une fois une autre disposition de map. Et je crois qu'on aura fait le tour là-dessus. Oui, il me semble que oui. Ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sur le boss, comment ça fonctionne. On en a parlé rapidement, hein, mais voilà, comment fonctionnent ces cartes, ou après quand il s'active, et ben il va faire son attaque du moment, du tour, et ensuite, ben du coup, il fait son attaque du moment, puis après il y a la prochaine attaque, on sait ce qu'il va y avoir, et à chaque fois il y a la rivière de cartes comme ça, où les cartes vont se vider, et à un moment donné, quand il n'y a plus de cartes, ça veut dire, c'est un peu comme dans certains jeux où on fait des dégâts sur lui, ou alors on fait des dégâts et les cartes, pour les virer, il faut faire des dégâts pour virer les cartes. Et quand il a plus de cartes, mais il fait sa dernière action et après vous allez l'éliminer. Donc des fois ces cartes peuvent être également leur point de vie et il faut faire X dégâts pour virer telle carte qui fait telle et telle capacité. Voilà, ça aussi somme toute classique. Hein. Voilà là-dessus, et je crois que sur mes petites images, on est bon. Sur ce que je voulais vous expliquer, il me semble aussi, c'est déjà pas mal, hein, je crois, oui, j'ai quand même pas mal parlé, hein, j'ai déblatéré. Voilà par rapport à l'explication, j'espère qu'en tout cas ça vous permet d'imaginer un peu plus comment fonctionne le jeu. Évidemment là j'y joue pas devant vous, mais ça vous donne en tout cas les mécaniques du jeu, qu'est-ce que vous pouvez y trouver, comment fonctionne la map, etc. Maintenant si on doit parler par rapport aux autres boss battles qui existent, je pense que comme d'habitude ce qu'ils veulent c'est attirer le plus grand nombre de personnes. Boss battle s'appelait, et ils vont essayer de faire un jeu accessible au plus grand nombre. Donc c'est-à-dire que pour que ça intéresse le plus grand nombre, il faut pas que ce soit trop simple, sinon bah, on va dire les joueurs initiés experts voudront pas y jouer. Et si c'est trop difficile, et ben les joueurs pour avoir le plus grand nombre, c'est pas possible non plus. Donc ils essayent à mon avis de trouver un jeu à la charnière, à l'oreille un peu entre tout ça. Dans les boss battles qui existent déjà, on a par exemple Adventure Tactics qui est très accessible à tous, qui est très très simple comme jeu, vous pouvez jouer même en famille avec les enfants. Et après on a des jeux beaucoup plus compliqués comme Kingdom Death Monster ou Iron Trespass Odyssey qui sont plutôt dans la niche de la niche, qui sont des jeux
pas accessibles déjà, un, par rapport à leurs tarifs, enfin très peu accessibles, et deux, par rapport à du coup durée des campagnes qui peuvent être qui peuvent durer, par exemple sur un Trespass Odyssey c'est 300 heures la campagne, sur KDM il va falloir monter vos propres figurines avec les petits trucs machin, donc il faut avoir envie de coller vos figues, il va falloir voilà, et puis après c'est le côté les jeux du coup qui ne sont pas accessibles, on va dire, à tous, et qui n'ont pas d'ailleurs ce but-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils fonctionnent, parce qu'ils sont vraiment dans un cas très spécifique. Donc, à mon avis, ce boss battle, est-ce qu'il va être le boss de tous les boss battles? Si moi je dois donner mon avis, j'y ai pas joué, mais vu ce que je vois, je dirais non, c'est pas le boss de tous les boss. En tout cas, pour moi, en tout cas, il va pas me détrôner tous les boss battles que j'ai à la maison. D'ailleurs, je viens juste, en petit teaser, je viens juste de recevoir la grosse belle boîte d'un autre boss battle qui s'appelle Primal. Il vient juste d'arriver à la maison avec les extensions, et donc on fera des vidéos évidemment dessus. Voilà, donc il y a des boss battles, il y en a beaucoup entre Primal, entre Trespass Odyssey, avec Kingdom Death Monster évidemment, Adventure Tactics, il y a Townsfolk Tussle, celui-là pour le coup j'ai pas joué, j'aime bien le côté illustration, mais par contre il était un peu voilà, il y a eu un peu, c'était mitigé on va dire sur le côté gameplay, donc moi je suis pas allé plus loin sur le jeu, même si les illustrations me plaisaient pas mal. Mais par contre les autres, moi j'aime beaucoup Trespass Odyssey, moi c'est mon chouchou. KDM, et du coup ça reste KDM, ça reste le boss battle de tous les temps. Vous avez vu sur la chaîne on a fait du Monster Hunter, alors là pour le coup je suis quand même beaucoup moins fan, mais ceux qui aiment la licence, ça marche bien. Le Iceborne va arriver là très prochainement en plus, donc le Iceborne qui améliore quand même pas mal de choses du Monster Hunter premier du nom. Ensuite vous avez Dante qui va sortir du côté Creative Games, là ceux qui ont fait Chronicles of Drunagor, donc il y a Dante qui sort, va y avoir quoi d'autre, il y a Blood du côté de Ludus Magnus qui va sortir aussi son boss battle. Enfin bref, les boss battles c'est ouf, il en pleut comme c'est pas possible. Donc dans tout ça, après il faut faire ses choix, sauf si on veut jouer à tout, mais sinon c'est voilà lequel vous correspond en fonction évidemment de l'univers. Est-ce que vous voulez jouer plutôt avec des cartes? Dans ce cas-là on part plutôt sur du Primal ou du Monster Hunter. Est-ce que vous voulez jouer plutôt avec du dé? Est-ce que vous voulez jouer sur quelque chose avec la mythologie grecque? Et dans ce cas-là, on va partir avec le côté plutôt Trespass Odyssey, quelque chose qui est peut-être un peu plus lumineux, même si ça reste, voilà. Après, est-ce qu'on va être sur quelque chose de très 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 dark, mais plutôt avec KDM? Donc et puis c'est pas la même chose non plus, parce qu'il y en a où vous allez faire évoluer votre civilisation, comme sur Kingdom Death Monster, où faut pas imaginer que son héros, parce que dans tous les cas, votre héros dans KDM, il disparaît, il meurt à un moment donné, il prend sa retraite. C'est plutôt votre civilisation que vous évoluez avec la politique, avec c'est vraiment tout ce qui se passe autour du jeu, et le crafting qui a une très très grosse importance sur ce jeu. Le crafting, ceci dit, existe aussi sur Monster Hunter, il est pas mal, mais il est très différent. Vous l'avez dans Iron Trespass de façon différente, le crafting. Moi je préfère le crafting de KDM, moi je le trouve assez exceptionnel, pour le coup ça en fait un des gros points forts du jeu sur KDM, même si je préfère Iron Trespass Odyssey pour le côté aventure qui me botte plus, et que je trouve d'ailleurs mieux faite sur celui-là. Enfin bref, on pourrait faire une vidéo sur tous les boss battles. Bref, Primal, on verra. En tout cas Primal c'est des cartes et pas des dés, donc ça c'est encore autrement. Il y a des jolis dragons à affronter, donc ça on le verra sur la chaîne. Et dans tout ça, notre Grim Coven, qu'est-ce qu'il propose d'original? Écoutez, le côté je deviens de plus en plus fort, plus je prends des dégâts, on est un peu sur du Iron Trespass Odyssey, clairement à l'escalation, c'est-à-dire qu'en gros dans Iron Trespass Odyssey, plus vous prenez des dégâts, plus vous êtes fort. Là c'est un peu la même chose, c'est pas des dégâts mais c'est de la corruption, donc c'est un peu la même chose, on est un peu à la Cthulhu et compagnie, donc il y a rien d'innovant, rien d'exceptionnel. La mécanique des cartes, on voit ce qui se passe et on voit ce qu'il va faire, pareil là-dessus je trouve qu'il y a rien d'exceptionnel. Ça veut pas dire que c'est pas bien, je dis juste que c'est pas exceptionnel, ils ont pas inventé la poudre encore en fait. Ça fait un peu du Solomon Kane, ça fait un peu de, on va dire, ils récupèrent des mécaniques de jeu qui fonctionnent bien, ils en font un jeu avec des belles figurines, avec du joli matos, comme ils savent très bien le faire pour attirer le plus de monde possible, puisque l'idée c'est que si on veut attirer du monde, faut pas faire un truc trop original, sinon ça attire pas trop de personnes, enfin moins de personnes. Si on veut faire quelque chose qui marche très bien, il faut que les gens s'y retrouvent, s'y reconnaissent, et donc pour ça qu'ils y aient l'habitude, en tout cas d'y avoir déjà vu quelque chose, et que ça leur fasse écho. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas partis dans la très grande originalité, ce qui veut pas dire que leur jeu sera pas bien, mais en tout cas on peut pas leur dire que c'est très original, voilà. Donc du placement de dés, ok, ça c'est différent des autres boss battle, et clairement qu'on peut voir. Le fait d'évoluer beaucoup durant la partie,
Ça aussi, je pense que c'est sa particularité par rapport aux autres, et le fait d'avoir une map hexagonale comme ça, où souvent, bah, du coup, sur Primal, on va tourner autour du boss, mais on n'a pas un énorme plateau. Sur M Trespass Odyssey, on est sur une map un peu comme KDM, une grande map, on va mettre des terrains différents à chaque partie, mais c'est vrai que la map, c'est pas non plus, voilà, on va pas faire des quêtes annexes ou des trucs, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais c'est pas, on n'a pas l'impression d'être dans un jeu d'exploration comme ce qu'il nous propose là sur Grim Coven. Donc c'est vraiment, moi je trouve la particularité par rapport aux autres, c'est ce côté un peu exploration de map qui va faire qu'on va se déplacer non pas que pour le boss, mais parce qu'il y a des minions, parce qu'il y a des... Donc on peut même se poser de questions de est-ce que c'est vraiment un boss battle, dans le sens où bah, il y a des minions, il y a des élites, il y a des trucs à se faire sur les maps, et dans ce cas-là, on pourrait dire dans ce cas, il y en a plein d'autres, hein, des jeux comme ça. Si on part sur Oathsworn, on va partir sur Kingdom Forlorn, enfin après on peut aller des jeux où il y a des boss mais pas que des boss, Midara, enfin dans ce cas on peut dire que tous les jeux après sont des boss battle. Donc voilà, après là j'exagère un peu parce qu'évidemment c'est pas le cas, ça reste un boss battle, mais voilà, après des fois on peut être à la charnière, parce que des jeux où il y a des boss, hein, il y en a pour le coup, il y en a pléthore, hein, tous les jeux d'aventure, hein, vous avez une campagne, vous avez toujours des moments donnés où vous avez des boss à affronter, mais pas que. Donc là c'est vrai que lui il joue un peu sur la charnière entre les deux, c'est du boss battle, mais on a un peu ce côté exploration qui est présent en tout cas pendant l'affrontement sur le boss. Voilà ce qu'il propose d'original. Après, moi, ce côté je place mes dés, que j'ai mon pool de dés et je peux relancer une fois les dés et après je vais les positionner. Autant tout ce qui va se passer sur la map en fonction des minions qui vont être positionnés et de l'IA des minions, chaque carte des minions, puis vous allez voir ce qu'ils vont faire l'élite, donc ça va vous obliger à dire est-ce que je vais d'abord taper l'élite ou d'abord les minions, qu'est-ce que je vais éliminer en premier pour pas qu'après ils viennent sur ma tête, ah le boss il va faire telle ou telle action, ça c'est très tactique et c'est très intéressant de voir, d'avoir la vision là-dessus, et donc on a moins de hasard sur ça. Par contre à côté de ça ils vont nous rajouter plein d'événements qu'on va pas pouvoir prédire, plein de choses sur la map qu'on va pas pouvoir prédire, et puis après ben, vos dés, ben, vous pouvez relancer qu'une fois avec un pauvre petit token au début, peut-être après ça va s'améliorer, mais moi j'ai peur quand même d'être un peu quand même contraint au hasard. C'est un jeu tactique, mais où vous êtes contraint par le hasard. Alors ça, pour le coup, pour moi, ça me voilà, ça fait que voilà, je suis un peu réticent, on va dire, voilà, à voir comment on peut vraiment mitiger et on peut aller loin dans les champs des possibles, mais c'est pour ça que je préfère d'autres styles de jeu, ou alors, voilà, on part vraiment dans le truc de dire, on va dire sur KDM, comme les phases d'événements, on lance le dé, puis là, c'est tant pis pour ta pomme, perlin pimpin, mais c'est prévu pour, voilà, c'est comme ça c'est dit, c'est fait, etc. Et attention, KDM, ça veut pas dire que c'est pas du tout tactique, hein, parce qu'après, là, pour le coup, vous avez plein de possibilités pour mitiger les dés, pour relancer, pour vous positionner, pour faire que ça change, pareil dans Eon Trespass Odyssey, etc. Donc voilà, tout ça pour résumer que par rapport aux autres boss battles, j'aurais tendance à dire que c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas du Adventure Tactics qui est très accessible et très simple, mais c'est pas dans les autres mastodontes qu'on a en tout cas pour les deux autres. C'est, je pense que c'est pas plus difficile qu'un Monster Hunter. Primal, je sais pas encore, on verra plus tard. Il y a des très très bons retours sur Primal, donc on va voir ça vient juste d'arriver, mais je crois qu'il est assez accessible et les règles sont assez simples à comprendre. Donc voilà, à voir par rapport à ça. Ce qu'il y a en tout cas par rapport aux autres, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas faut pas les chercher, contrairement à Eon Trespass Odyssey ou KDM, une énorme évolution sur toute une campagne avec un truc qui serait sur 300 heures où vous allez faire évoluer votre personnage. Moi c'est ça que j'aime bien hein, même sur du boss battle, c'est vraiment de faire évoluer, crafter vos armes, faire vos trucs, vos machins. Là c'est pas vraiment ça qu'on va aller chercher, c'est même pas du tout ça qu'on va chercher sur celui-là. C'est vraiment de profiter du combat en lui-même sur le moment où on va le jouer, et donc ces spécificités qui lui sont propres, avec un petit côté Némésis dans la façon dont on va jouer nos actions, etc. Donc après on aime ou on n'aime pas, attention, l'avantage c'est que effectivement dans ce système de gameplay là, il est pas comme ça sur les autres, donc ça peut, va y a sûrement y avoir un public, j'allais dire qu'il y a son public, mais même qu'il y a un public beaucoup plus large que les autres boss battles qui existent sur le marché, mais clairement pour moi il ne remplacera pas tous les autres boss battles qui, si jamais vous êtes voilà assis, enfin voilà des joueurs à fond frénétiques, des jeux assez niche de la niche, je pense que est-ce que vous resterez sur votre fin? Je sais pas. En tout cas, voilà, plusieurs points d'interrogation dessus. Clairement, non, ça sera pas le boss des boss battle. Est-ce que ça sera un jeu où vous pourrez prendre du plaisir à jouer? Je pense que oui, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas. Maintenant, moi, ça correspond pas spécialement à ce que j'attends vraiment d'un boss battle. J'ai déjà ce qu'il faut à la maison. Si jamais je prenais, effectivement, ça serait la version standees
pour le côté curiosité et puis pour le côté collection de la guerre à jeux, parce que j'aime bien vous montrer tous les jeux d'aventure, donc ça serait plutôt pour ce côté-là. Après on peut avoir aussi des bonnes, voilà, comment dire, oh, tiens, malgré tout je pensais que je n'aimais pas plus que ça, et en fait on peut apprécier évidemment en jouant. Après, il y a un petit côté, un petit goût amer ça me fait penser un peu à Solomon Kane dans la mécanique du placement de dés, et ça, du coup, il perd quelques points au départ. Mais voilà, en tout cas, je pense que pour le coup, c'est un jeu que vous pouvez facilement jouer avec tout le monde, en famille aussi, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça, de trouver un intermédiaire, puisque ben ok, on va lancer les dés, on va poser nos dés sur les trucs, vous avez vu tout à l'heure, c'est pas si compliqué que ça, faut gérer le boss, mais bon, le boss à gérer, il est pas si compliqué non plus, contrairement aux autres boss battle, où vous avez quand même Ion Trespass Odyssey, les règles, c'est pas si simple que ça, et c'est coton quand même, il faut se les farcir, et KDM, bon ben c'est pas évident non plus, il y a quand même pas mal de choses en fonction des boss que vous allez affronter, qui sont pas si simples, donc là, Awaken Realm, c'est vrai que c'est la facilité d'accès, la simplicité pour le plus grand public, mais pas que, parce que du coup il y a évidemment des gros joueurs aussi qui jouent aussi, mais voilà, en tout cas c'est pour quelque chose de plus, de répondre un peu plus à plus de monde, en tout cas ce genre de jeu. Et ben écoutez, vous me direz vous ce que vous en avez pensé, ça fait 1 heure, donc je pense que je vous ai donné un peu mon avis, ce que j'en pensais sur le jeu. Dites-moi aussi vous en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a plu, peut-être qu'un jour quand il y aura tout plein d'abonnés, parce que pour l'instant il y a 75% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas cliqué sur la cloche, c'est dommage, donc je vous invite en tout cas à le faire, parce que c'est plus il y a d'abonnés, ben plus j'ai de possibilités de pouvoir vous proposer des prototypes et etc. plutôt que de juste récupérer des screens. Maintenant j'ai essayé de faire en tout cas un taf, en tout cas le mieux possible, avec tous les screens, avec toutes les vidéos que j'ai pu lire pour essayer de vous faire un compte rendu de tout ça, et j'espère surtout que ça vous aidera pour vous dire, est-ce que pour vous, ça vaut le coup de l'acheter? Quelle version, vous me le direz en commentaire, et puis est-ce que voilà, est-ce que vaut le coup de l'acheter ou pas de l'acheter, et surtout est-ce que ça vous a répondu aux plus de questions possibles que vous pouvez vous poser. Pour terminer, juste si jamais vous jouez solo, je l'ai pas dit, mais si vous jouez solo, vous allez pouvoir jouer un hunter et jouer ce qu'on appelle un député, donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir un autre héros, un autre hunter, mais en version simplifiée, où vous allez pouvoir faire ses actions, mais sans avoir à faire toutes les actions comme si vous jouiez 2 héros. Maintenant vous pouvez très bien faire du solo et jouer 2 hunters et faire du coup les 2 hunters quand vous jouez solo, mais sinon il y a quand même une version ce qu'on appelle le député, où là vous allez jouer une fiche spéciale simplifiée pour aller plus vite en jouant en solo. Donc à voir comment ça fonctionne, ce mode là ils l'ont pas plus développé là comme ça, enfin ils l'ont pas plus expliqué. Alors sachant que tout ce que j'ai dit sur cette vidéo, attention, que ça soit les images, les visuels, les figurines, le gameplay, etc., on est sur du prototype, tout ce qu'on a montré, donc ça veut dire que tout peut changer, ils peuvent faire tout bouger sur leur jeu. Alors ça va pas devenir un jeu lumineux et un jeu à la bisounours, mais en tout cas ils peuvent changer pas mal de choses d'ici aujourd'hui jusqu'à sa sortie. Et encore plus si vous le prenez en français, il faudra attendre au moins 1 an de plus si vous voulez avoir le jeu en FR, vous le savez, c'est à leur habitude, donc soyez très patients si vous voulez le jeu, faudra attendre, surtout si vous voulez en français, mais d'ici là il y aura peut-être plein de choses qui vont bouger sur le jeu. Écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et puis si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous fais des bises et à bientôt, bye bye.